Enfin, dernière partie de ce débat, un outil inédit au service de la filière industrielle. J'appelle Yannick Assouad, directrice générale de Zodiac Aircraft System et membre du CORAC. Elle s'exprimera au nom des deux entités. Christian Desmoulins, président du directoire d'Actia Group, et Marc Pierchet, directeur du Centre spatial de Toulouse du CNES, membre de Coespace. Rebonjour. Pardon. Alors, on va commencer par vous, Zodiac. L'intérêt de Zodiac de s'engager dans l'IRT. Alors, je vais commencer par parler au nom du CORAC, si vous voulez bien, ou parce que CORAC, je resituerai Zodiac ensuite dans la problématique plus grande du CORAC. Bon, je crois, comme Charles Champion l'a dit ce matin, ce qu'on attend de l'IRT, bon, le CORAC pour tout le monde, hein, le Conseil de la recherche aéronautique civile, je crois que le CORAC a pris une importance certaine en France pour définir les priorités de la recherche aéronautique civile et donc est devenu un ensemble structurant de ce point de vue-là. Donc il faut que l'IRT, en tout cas je parle de l'aéronautique hein, et pas de l'espace dans ce que je dis, doit trouver sa place dans ce cadre-là. Comme le nom de l'IRT l'indique, on attend de lui qu'il travaille sur des briques technologiques qui nous aident à préparer les avions futurs et les systèmes futurs. C'est ça qu'on attend de lui dans les 3 domaines qui ont été définis, les systèmes embarqués, les matériaux et tout le domaine de l'avion plus électrique ou électrique, si on veut enlever le plus. Si on se situe dans 50 ans, peut-être qu'on aura des avions électriques. En tout cas, plus électriques pour ce qui concerne le futur immédiat. Bon, voilà ce qu'on attend de l'IRT. Pour ce qui concerne Zodiac Aerospace, nous, on est particulièrement intéressés par le domaine plus électrique. Vous savez qu'on fait beaucoup de systèmes électriques sur les avions qui volent aujourd'hui, que ce soit la 350, le 787 ou des avions plus petits, qui sont en effet de plus en plus électriques. Ce que nous, on attend de l'IRT, c'est clairement de travailler sur les briques techno des systèmes électriques. Alors, essentiellement dans 2 domaines. Le domaine de la conversion électrique, puisque si on veut alimenter tout système par de l'électricité, il faut convertir cette énergie. Et on a beaucoup à gagner en masse et en volume là-dessus. Et puis, comment on stocke l'électricité, puisqu'il y a plusieurs manières de produire de l'électricité, beaucoup de manières non utilisées aujourd'hui par l'aéronautique, non embarquées aujourd'hui, et c'est un domaine qui ne peut être qu'amené à se développer. Messieurs, votre engagement donc, dans l'IRT. Sur les systèmes embarqués, donc. Hein. Oui, vous avez... Alors, les systèmes embarqués, une rapide définition d'abord, parce qu'on parle souvent de ce terme-là, sans en connaître exactement les tenants et aboutissants. Il s'agit donc en général, pour faire simple, de cartes électroniques avec des composants dessus, du logiciel à l'intérieur et alimenté en électricité. Dans le monde entier, au moment où nous parlons, il existe 15 milliards de systèmes embarqués, dont 5 milliards connectés. Le chiffre d'affaires mondial est de l'ordre de 1 000 milliards de dollars aujourd'hui. Donc, ce sont des chiffres qui sont considérables. Le micro que je tiens est un système embarqué. Voilà. Ces systèmes embarqués se sont développés d'abord dans l'aéronautique et dans l'espace. Ça a été le programme Apollo, puis le programme Concorde. Et très rapidement, venant d'Allemagne, dans l'automobile, avec les ABS, l'injection électronique, l'allumage électronique, puis dans le ferroviaire et dans pratiquement les produits de grande consommation, dans les produits de la santé, etc. Il est clair que Midi-Pyrénées, compte tenu de cette genèse, a une carte importante à jouer. Parce que, comme l'aéronautique et l'espace ont été les 2 fondements historiques des systèmes embarqués, comme nous avons, et tout à l'heure Laurent, directeur de la place, l'a bien dit, des éléments extrêmement importants au plan scientifique sur les systèmes embarqués, nous avons la capacité effectivement, autour de nos entreprises de ce domaine-là, de diffuser dans l'automobile, dans la santé, dans les produits électroménagers, toute une série de choses et par conséquent de créer des innovations et de créer des emplois.
C'est là un petit peu notre objectif au travers de cette IRT. Créer une recherche technologique, c'est-à-dire partir de résultats scientifiques, critiqués et convenus par la recherche internationale, et mener ces résultats jusqu'à un niveau qui permet effectivement aux entreprises industrielles de développer à ce moment-là des systèmes embarqués qui sont vendables sur le plan international. Marc Pirchet, même question, vos attentes? Alors, les attentes. Moi, je vais parler du spatial, si vous voulez, 2 secondes, parce que l'attente du spatial dans la filière, on entend parler aéronautique, espace, système embarqué. On ne fait pas 1000 milliards, nous. Hein. En gros, l'espace, c'est 150 milliards dans le monde, un peu, d'activité. Et les infrastructures pèsent à peu près 10% de tout ça. Et le reste, c'est tout ce qui permet d'utiliser l'espace dans toutes nos affaires. Ce qui est une grande force de Midi-Pyrénées et d'Aquitaine, c'est les infrastructures. Mais aussi, on essaye de développer le reste. Et je pense que cette synergie que l'on a avec l'aéronautique est extrêmement importante. Et les attentes dans l'IRT, c'est 2 choses. Une synergie avec l'aéronautique et aussi de faire travailler les briques technologiques pour les satellites ensemble avec l'ensemble des acteurs. Alors, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme le disait Christian, le spatial a été avec une partie de l'aéronautique. Et d'ailleurs, quand je regardais tout à l'heure les 11 brevets de Saint-Exupéry, il y en a finalement quelques-uns qui étaient pas loin d'activités qui pourraient intéresser le spatial, puisqu'il a fait des trucs avec des gognos, de la localisation, des trucs sur carte. Donc il y en a beaucoup sur l'aéronautique quand même, hein, mais il y en a pas mal aussi sur le spatial. Enfin, qui maintenant, aujourd'hui d'ailleurs, servirait plus à grand-chose du fait de l'activité des satellites. On a dans cette filière satellite et dans cette filière lanceur aussi, structurer un tout petit peu les feuilles de route, c'est-à-dire qu'on a des feuilles de route qui sont relativement claires, avec des constantes de temps qui sont longues pour les lanceurs, puisqu'on ne fait pas de nouveaux lanceurs à peu près tous les 15 ans, quoi, en gros, hein, ça doit durer un certain temps. Les filières de satellites, c'est aussi des filières qui se conçoivent en 5 ans, étudiées en une dizaine d'années. C'est plus court que les avions, dans certains cas. C'est beaucoup plus long que toutes les constantes de temps des technologies qu'on voit dans les smartphones que Franco a montré tout à l'heure. Même si dans les smartphones, vous avez 50% des applications qui utilisent quelque part de la donnée spatiale. Alors, le poids de l'IRT, l'attente de l'IRT, c'est en fait dans ce qu'on a appelé, et là le spatial, à mon avis, est un petit peu à l'origine, enfin du moins on le croit, nous les gens du spatial, sur les histoires de maturité technologique, c'est-à-dire les TRL, c'est quelque chose qui a été inventé par les gens du spatial. Maturité technologique, pourquoi? Parce que dès qu'on démarre un nouveau projet, dès qu'on démarre quelque chose qui est très long, tout à l'heure on a parlé de Planck, on a parlé d'Herschel, c'est des programmes qui ont mis 20 ans à émerger entre la conception dans la tête d'un scientifique et la donnée à la fin. Ce qui veut dire que vous avez une grande durée dans la continuité. Et au moment où vous démarrez le projet, vous êtes obligé de savoir si vous avez les technologies qui permettent d'y aller. Et savoir si vous avez les technologies qui permettent d'y aller, on fait de la recherche en amont, avec ce qu'on appelle des niveaux de maturité très bas. Donc ça, je pense que l'ANR, tous les laboratoires scientifiques sont fortement là-dedans. Lorsqu'on a des programmes très proches d'une application et qu'on va vendre à des clients qui, eux, se fichent totalement de savoir comment c'est fait, mais veulent le résultat, on a besoin d'arriver avec de la maturité technologique extrêmement éprouvée pour ne pas prendre de risques. Et même quand nous, dans le spatial, on est en termes d'agence, on est face à des utilisateurs du spatial que sont la défense, la communauté scientifique et on le voit de plus en plus, la société. Quand on s'adresse à la défense, à la société, on ne peut pas prendre des risques énormes lorsqu'il y a des usages très forts derrière, et typiquement fabriquer des satellites de météorologie qui ne marcheraient pas ou qui prendraient des risques technologiques, on ne peut pas trop le faire. Par contre, lorsqu'on est sur des satellites scientifiques, on peut le faire. Donc on sait faire maturer des technologies, et maturer des technologies dans le temps. Alors on l'a fait dans le passé. Le fait de le faire dans un IRT et d'aider dans l'IRT, d'accompagner par de la recherche collaborative avec cette IRT, c'est en fait profiter de la synergie avec l'aéronautique et profiter du fait qu'on va monter en maturité dans ce que tout le monde ne l'a pas dit là, mais on connaît tous, là, tous ceux qui font de la techno, c'est qu'on a une vallée de la mort dans la technologie. Ce qui est en amont, ce qui est en aval. Tiré par les projets, c'est très haut dans la maturité, c'est prêt, c'est bon, le commerce est là, on sait vendre, on a des marges, on essaye de le prendre minimum de risques, on y va. En amont très fort, maturité très faible, on a la recherche. Et au milieu, on avait un peu ce trou. Et ici à Toulouse, le fait d'être accroché sur cette montée en technologie, sur des démonstrateurs qui permettront, dans des feuilles de route parfaitement connues par les acteurs régionaux, qu'ils soient à Toulouse, je dirais Midi-Pyrénées ou Aquitaine, en fait, ça permet de faire avancer cette maturité technologie
dans une vision qui est parfaitement comprise par tous les acteurs. Et c'est pas si simple, parce qu'on voit bien que dans le spatial, on a fait ce que c'est l'équivalent du CORAC, Yannick. En fait, c'est le CoSpace. Et au niveau, avec le GIFAS et les ministères de la Recherche et de la Défense, pour coordonner toutes les feuilles de route spatiales, lanceurs et satellites. Ce qui permet d'avoir une visibilité un peu globale de quels sont les besoins demain et après-demain, sachant que je dirais que notre industrie, elle travaille très bien pour aujourd'hui et juste demain. Alors, on a bien compris, dans différents domaines, vous allez mettre en commun, j'allais dire, quelques-uns de vos secrets de guerre, mais jusqu'où va cette coopération? Et là, on va parler de propriété intellectuelle. Yannick. Alors, nos secrets de guerre, ils sont quand même protégés. Je suis allé un petit peu loin. Oui, voilà. Ce que chaque industriel possède. Mais jusqu'où vous allez, voilà. Jusqu'où vous allez, et à un moment donné, il faut s'arrêter parce que vous allez vous retrouver en concurrence frontale avec des gens, avec des entreprises avec lesquelles vous n'êtes pas censé travailler. Alors, bon, je ne vais pas vous dire que c'est un sujet simple, puisque c'est un sujet de débat interne à l'IRT, et probablement c'est le cas pour tous les IRT. C'est un sujet difficile. Bon, nos secrets, enfin pas nos secrets, notre recherche propre à chaque industriel est protégée. C'est ce qu'on appelle le background IP. Celle-là, elle est à nous. On peut la mettre à disposition de l'IRT et on la met, mais celle-là, elle est protégée, donc on n'a pas tellement de risques sur celle-là. Celle qui pose problème, c'est celle qui sera générée par l'IRT dans le cadre de travaux auxquels plusieurs industriels et laboratoires participent. Alors, je dois dire d'abord le débat qui existe, il existe entre les laboratoires et les industriels. Or, pour nous, en tout cas, c'est pas là que le débat est, parce que avoir à financer ou à payer un accord de licence, bon, ça, c'est pas tellement le problème. Ce qui est vraiment le problème, c'est bien de partager avec un concurrent. C'est bien ça, nous, qui nous motive, en tout cas nous conduit pour toutes les discussions qui concernent la charte de la propriété intellectuelle qu'on est en train de discuter et tout ce qui va avec. Donc c'est sur ça qu'il faut faire attention de comment on dimensionne les projets, avec qui, et je dois dire qu'on sera particulièrement vigilant sur cet aspect-là. La propriété intellectuelle correspond à un vrai problème aujourd'hui, pas simplement sur l'IRT, mais en Europe en général. Hein. Puisque, on le sait, et le rapport Gallois est là pour nous le rappeler, le cas échéant. En France, nous avons perdu entre 2000 et 2012, nous sommes passés d'une valeur ajoutée industrielle de 18,5% à 12%. Donc on a perdu le tiers de notre industrie. Si on veut la garder, avec les taux horaires que nous avons, c'est-à-dire environ 39 € de l'heure à comparer par rapport aux 6 € de l'heure qu'on a en Chine, il est impératif que nous puissions la fonder sur l'innovation et la propriété intellectuelle. Et par conséquent, il est tout au moins impératif qu'on ne puisse pas effectivement suivre un certain nombre de préconisations qui nous sont faites aujourd'hui, d'ouvrir la propriété intellectuelle de l'IRT, financée par des entreprises françaises et par des crédits publics français, à tout va. Donc le problème est posé actuellement. Alors on peut en parler, il ne faut pas évidemment se mettre en contradiction par rapport aux réglementations européennes, mais il ne faut pas être naïf non plus. Marc Pierchet. Oui, je rajoutais pas grand-chose sur la propriété intellectuelle. Je pense que dans l'activité spatiale... On va faire un débat beaucoup plus long. Oui, je pense que le débat serait extrêmement long, mais moi je pense qu'entre les partenaires de l'IRT, moi je suis un partisan, mais ça c'est presque, je parle en mon nom, je suis un partisan du partage d'une brique technologique par ceux qui font des architectures derrière. C'est-à-dire que globalement, une brique technologique, c'est dur à acquérir. Quand il y a des financements publics, des financements de partenaires privés, eh bien, ils se les partagent s'ils ont un peu contribué. Et ensuite, derrière, si c'est capacitant, évidemment, ils vont se le protéger, ils vont le faire tout seuls. Mais si ça permet de préparer après-demain, je pense que ça peut être partagé. Donc une brique technologique
doit pouvoir être utilisé par plusieurs donneurs d'ordre. Alors, la construction de cette propriété intellectuelle autour de ça, c'est des discussions qu'on a, y compris avec le GIFA, ça c'est des choses qui sont longues. Il n'y a pas que la brique techno, il y a aussi les logiciels associés, mais la plupart du temps maintenant tout est pratiquement système embarqué, il n'y a rien qui marche tout seul sans avoir un petit peu d'outils, rien que pour le développer, d'outils de mise en œuvre, etc. Donc il y a à la fois du logiciel, il y a à la fois du matériel. Donc quand on regarde tout ce qui tourne autour, la brique techno longue à acquérir, payée par des financements publics, devrait pouvoir servir à tous les partenaires qui sont derrière. Et ensuite, effectivement, il faut éviter de le faire sortir. C'est-à-dire qu'il faut garder une propriété. C'est-à-dire qu'il faut être ferme sur la propriété intellectuelle dans le périmètre de l'IRT pour éviter évidemment d'aller faire des briques technologiques qui nous ont coûté cher à développer et qui ensuite seraient utilisées par d'autres à l'extérieur de notre cercle. Alors, on parlait de bassin d'emploi Midi-Pyrénées-Aquitaine. Je pense qu'à partir du moment où on essaye dans le bassin d'emploi de le faire et qu'on attire, et on a déjà beaucoup des meilleurs, on se dit, quelque part, on appelle, nous, dans le spatial, Toulouse, c'est la capitale européenne du spatial en termes de nombre d'emplois. Donc, en fait, il y a à ce niveau-là, on est un peu locomotive. Si on peut attirer du monde qui rentre dans les affaires, c'est très bien si on arrive à faire profiter au bassin d'emploi en région. Bien entendu, on essaye de ne pas le faire pour que ça parte n'importe où. Donc c'est tout l'exercice de protection entre le privé, le public, les laboratoires aussi, ils ne veulent pas perdre de la propriété intellectuelle. Et tout le monde se dit, à partir du moment où je garde quelque chose, est-ce que je peux l'utiliser dans un autre secteur ? On l'a développé à plein d'endroits, le transfert technologique. Nous, on a notre secteur aéronautique, espace, système embarqué. Ça peut être utilisé ailleurs. L'IRT doit pouvoir l'utiliser ailleurs. Donc, il faut arriver à trouver un cheminement clair, pas trop compliqué. On parlait de simplification. Il ne faudrait pas que ça devienne une usine à gaz, parce que sinon, on ne va jamais y arriver. On est parti projet par projet, donc à chaque projet, ce n'est pas la première fois que les acteurs ici dans la salle travaillent sur des projets en partenariat avec des budgets européens, des budgets nationaux, et ils savent faire sur un projet donné des accords de propriété. Donc il y a la possibilité de le faire, et je pense qu'il faut arriver à trouver des solutions assez simples pour qu'effectivement, une brique technologique financée par le public privé, utilisable dans la filière aéronautique et spatiale, soit utilisable au mieux et fructifie les emplois Midi-Pyrénées-Aquitaine. Donc les discussions seront encore longues. Rapidement, pour conclure sur les problèmes de gouvernance, il y a beaucoup de monde dans les RT, des grands groupes, des PME, des universitaires. C'est difficile de partager une gouvernance avec autant de monde ? C'est une question difficile. Il n'y a que des questions difficiles. On a dit qu'on faisait 5 minutes, très difficile. On a de nombreux débats, parce qu'effectivement, on vient d'horizons différents, les industriels, plus ou moins gros, les universitaires qui ont d'autres objectifs, en effet. Mais je dois dire que ça se passe dans une très bonne ambiance, dont le but est de faire, démarrer l'IRT le plus rapidement possible. Maintenant, tout le monde a signalé la longueur de la maturation qu'il y a eu avant de lancer cette IRT, c'est vrai. Donc les équipes ont besoin de travailler sur des choses concrètes. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a une très bonne coopération entre les différents acteurs pour que ça se passe rapidement. Bon, et ça se passera avant qu'on ait fixé tous les points de gouvernance, parce qu'on y va projet par projet, et que par projet, on sait bien faire, en effet. Mais il faut aussi qu'on s'applique à donner un avenir, un vrai avenir à l'IRT. On a parlé tout au début, l'envol c'est une chose, l'aide à l'envol qui provient de l'État d'une part, des industriels d'autre part, est bien fixée et bien cadrée. L'IRT aura vraiment réussi quand il volera sans ces aides-là. Ensuite, il y aura la croisière. Voilà. Messieurs, sur la gouvernance. Je crois qu'à Toulouse, il n'y a pas vraiment de problème. On a l'habitude de travailler ensemble, comme Marie-France Barthé le disait tout à l'heure. Depuis des décennies maintenant, les industriels et les universitaires travaillent ensemble, et sur ce plan-là, il n'y a pas de difficulté. Là où nous aurons probablement une difficulté, c'est pour imaginer ce que sera l'avenir après 2019. Il faut laisser à nos enfants aussi le soin de régler quelques problèmes. Il est clair que les deux modèles que l'on a en tête aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'une part le Fraunhofer allemand, avec ses 52 instituts. Une ville comme Stuttgart, dont la commune fait 600 000 habitants, a 3 Fraunhofer Instituts. Donc, lorsqu'on parle de l'arrivée du CEA en même temps que l'IRT, ça ne pose pas de difficulté majeure. Plus on en aura, et mieux ça vaudra pour nos entreprises.
Il y a le TNO aux Pays-Bas, qui compte 5400 personnes aujourd'hui. Hein. Donc presque tous les pays industriels ou qui veulent avoir une politique industrielle aujourd'hui se sont dotés d'outils analogues à l'IRT. Alors après 2019, qu'est-ce qui se passera? Le modèle allemand conduit probablement à considérer que le partage en trois, en quelque sorte, des dépenses, comme on le fait en Allemagne, c'est-à-dire un tiers pour le Bund allemand, un tiers pour les Länder et un tiers pour les entreprises, peut être regardé. Cela étant dit, il est vrai que les Länder allemands ont une puissance budgétaire très largement supérieure à nos régions. Et par conséquent, il faudra voir effectivement, après 2019, qu'est-ce qui se passera. C'est le problème qu'il ne faut pas trop tarder à regarder si l'on veut assurer effectivement la pérennité de l'IRT. Marc Pirchet. Oui, parler tous ensemble, je dirais en un mot, on est un peu rodé maintenant depuis le début des pôles de compétitivité. Pratiquement, on retrouve au départ, on a vu à peu près les mêmes acteurs démarrer dans ces aspects-là. Donc ça fait un moment que le monde de la formation, de la recherche et le monde industriel dialoguent dans ces structures. Alors ça fait très longtemps, mais depuis maintenant 5-6 ans, c'est extrêmement visible par des réunions régulière et avec des échanges de préoccupations et d'applications sur des sujets coordonnés. Alors certes, le pôle est plus un club, excuse-moi Agnès si je l'appelle club, mais c'est quelque part une réunion de gens donc avec des adhérents qui ont des intérêts et l'IRT finalement va faire des briques technologiques pour un sous-ensemble d'adhérents dans le cadre de l'aéronautique, l'espace, système embarqué. Des gens qui sont pratiquement en grande partie tous adhérents au pôle Aerospace Valley, donc qui se connaissent depuis un certain temps. Je ne suis pas trop inquiet. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est si on alourdit les règles de fonctionnement et qu'on les alourdisse trop alors qu'il faut qu'on démarre. Hein, on le disait tout à l'heure, c'était Charles qui disait que c'était laborieux le démarrage. Ça a été un peu laborieux au sens positif, il y a eu beaucoup de boulot, et puis un peu au sens négatif quand même, hein, je pense qu'il y avait un peu de ça. Donc je pense que les gens qui ont contribué, on est passé par plusieurs étapes, hein, c'était des plateformes mutualisées, on est passé par projets, etc. Donc en fait, on a besoin aujourd'hui de démarrer les projets sur des choses concrètes, avec des gens techniques qui démarrent leurs affaires, et avec des chefs de projet qui les portent, et qui, dans le cadre du projet, trouvent les solutions dans ce projet-là. Et puis, plus on avancera, par adhérence, on trouvera les solutions qui seront peut-être couvrantes, mais essayons pas de résoudre tous les problèmes d'un seul coup, quoi. Donc, faire simple. Sinon, on n'y arriverait pas. Ah, donc, avançons un peu maintenant qu'on a les fonds baptismaux, démarrons pas à pas. Merci messieurs, merci madame. On a essayé de ne pas trop déborder au niveau du temps. Il est 12h05, Gilbert Casamata, merci.